Bonjour Laurence. Bonjour Bonjour à toutes et Marjorie. bonjour Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire consacré à l'enseignement des stratégies de copie au cycle 2 et 3, un enjeu majeur pour bien écrire et aimer écrire. Je suis Marjorie Marlin, directrice éditoriale des éditions MDI. Dans quelques instants, je vais laisser la parole à notre autrice Laurence Pierson, qui va vous présenter les multiples compétences mises en jeu par l'activité de copie, qui est une activité bien plus complexe qu'elle en a l'air, ainsi que tous les exercices qu'on peut mettre en place pour travailler la copie du CP au CM2. Alors, nous allons attendre quelques instants avant de commencer la présentation afin de laisser le temps à toutes les personnes inscrites de nous rejoindre. J'en profite pour vous remercier très chaleureusement de votre présence cet après-midi. Le thème de ce webinaire a suscité beaucoup d'intérêt. Vous avez été nombreuses et nombreux à vous inscrire et à poser des questions en amont. Laurence a intégré une grande partie de ces questions à sa présentation, mais nous pourrons bien sûr y revenir plus précisément en fin de webinaire. Ainsi, n'hésitez pas à reposer vos questions si vous avez besoin de plus de précision ou à en poser d'autres au cours de ce webinaire. C'est possible grâce à l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Nous n'avons pas pu traiter les questions d'ordre général sur l'apprentissage de l'écriture car ce webinaire porte spécifiquement sur les stratégies de copie. Or, ces questions étaient nombreuses. Mais je vous invite à consulter l'ouvrage pédagogique de Laurence Pierson, Bien écrire et aimer écrire, qui aborde de manière très accessible toutes les notions clés autour de l'apprentissage de l'écriture. Nous allons bientôt démarrer. Pour rappel, le replay de ce webinaire sera disponible dans quelques jours sur la page YouTube des éditions MDI et nous mettrons également en ligne une FAQ sur le site compagnon de la collection Mes cahiers d'écriture. N'hésitez pas à nous signaler un problème technique. Toute l'équipe des éditions MDI est là pour vous répondre en direct. Voilà, nous allons pouvoir maintenant débuter cette présentation. Laurence, nous sommes toutes oui. Ok, parfait. Bonjour. Merci beaucoup Marjorie. Donc, les stratégies de copie. C'est un sujet que je me suis beaucoup réjouie de voir apparaître de manière très importante dans les programmes scolaires, les nouveaux programmes qui vont être en application à la rentrée prochaine, puisque ces programmes 2025 prennent en compte le fait que la copie est véritablement un apprentissage à part entière et que la copie doit être un apprentissage progressif et à réaliser dans différentes situations. C'est-à-dire que ce n'est plus le parent pauvre que ça a longtemps été dans les programmes scolaires, mais là maintenant il y a un véritable intérêt pour cette activité et elle est reprise de manière très récurrente dans l'ensemble des programmes du cycle 2 et puis très certainement également du cycle 3. Donc les stratégies de copie, ça va permettre d'exercer progressivement, toujours d'après les programmes, la vitesse, mais pas seulement la vitesse, aussi l'exactitude, parce qu'une vitesse sans exactitude, ça n'a pas grand sens. Les programmes évoquent aussi la question de l'endurance, parce que copier correctement, c'est aussi pouvoir copier longtemps. Pour pouvoir écrire une petite phrase, il n'y a pas forcément besoin d'autant de compétences que pour pouvoir tenir sur la durée. C'est quelque chose qui est important parce que nos collègues du secondaire nous signalent souvent qu'ils sont déstabilisés par des arrivées de cohortes d'enfants qui ont de la peine à tenir la durée quand ils écrivent. Et puis, bien entendu, tout ce qui est de l'ordre de la mise en page et qui comprend bien le soin, l'organisation dans l'espace, etc. Donc, la part de la copie est vraiment importante dans ces nouveaux programmes, mais nous avons sorti donc avec les éditions MDI un cahier stratégie de copie dès l'année dernière à destination du CE2, un nouveau cette année à destination du CM1, CM2. Donc, ce sont des questions sur lesquelles nous travaillons depuis longtemps et que nous sommes vraiment contents de partager aujourd'hui. La copie, c'est une activité qui est extrêmement complexe. Ce n'est pas une simple activité mécanique. Souvent, on entend dire à des élèves, mais tu l'as sous les yeux, le texte, donc ce n'est pas compliqué, tu n'as qu'à copier. Et en fait, qu'est-ce qu'on met en jeu quand on copie? On met en jeu beaucoup de choses. Quand on voit, pour pouvoir copier, on commence par voir le texte qu'on doit
qu'on va copier. Donc, on le voit, c'est très bien, mais ensuite, il va falloir le lire. Si on ne le lit pas, on ne pourra pas véritablement le copier. On pourra éventuellement dessiner des lettres, mais pas véritablement copier. Si je le lis, ça veut dire que je peux le lire à haute voix. Normalement, je dois mobiliser ma voix, c'est très important pour pouvoir entendre ce que je lis. Donc, si je le fais à voix haute, je vais également l'entendre, ma bouche étant tout près de mon oreille, c'est pratique. Et au moment où je le lis à voix haute et où je m'entends le lire, à ce moment-là, j'ai dans ma tête, de manière simultanée en fait, une image mentale où je vois véritablement quelque chose dans ma tête. C'est très important que tout ça se passe parce que si je suis un jeune enfant qui déchiffre le pirate a une épée, vous avez tous, qui m'entendez, compris qu'il s'agissait d'un pirate qui avait une épée. Mais il n'est pas du tout certain que l'enfant qui l'a lu ait eu dans sa tête cette vision d'un pirate avec une épée. Tant qu'il n'a pas été jusque-là, il n'a pas vraiment fini, entre guillemets, de lire. Et puis, en même temps que tout ça, il faut l'écrire. On le lit, on le dit, on l'entend, on le comprend et on se met à l'écrire juste derrière. Et comme on a commencé à l'écrire, après ça, on va de nouveau pouvoir le voir. Et donc, le cercle, d'une certaine manière, est complet. C'est vraiment toutes ces activités qui sont concomitantes, qui montrent la complexité de ce qui est mis en jeu au moment où on copie. Et c'est au moment où toutes ces activités vont plus d'en faire qu'une seule, une activité complexe, qu'on pourra véritablement dire qu'on sait copier d'une manière efficace. Du coup, ça met en jeu quoi? Ça met en jeu le geste graphique, donc le mouvement des doigts, le déplacement du bras, la posture, etc. Vraiment, les conditions matérielles de l'écriture, parce que l'écriture, ce n'est pas quelque chose de désincarné, c'est un geste avant tout. Ça met en jeu les compétences en lecture, puisque bien entendu, on ne pourrait pas faire ça si on ne savait pas lire la langue qu'on est en train de copier. L'évocation mentale, avoir des images dans la tête, je viens de le dire, je le dis encore et je le redirai parce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de la capacité à copier correctement, avoir des images mentales, et vous seriez surpris du nombre d'enfants qui peuvent copier sans avoir la moindre idée de ce qu'ils sont en train de copier. Ça met en jeu aussi les questions d'attention, parce qu'on a des véritables problèmes d'attention, de concentration dans les classes, et pour pouvoir copier correctement, il faut porter son attention sur ce qu'on est en train de faire. Ça met en jeu la mémoire immédiate, la mémoire de travail, parce qu'il faut mémoriser ce qu'on est en train de copier. Et puis, ça met en jeu également les compétences orthographiques. Donc, vous voyez, pour une activité qui est soi-disant mécanique, en fait, il y a énormément de choses qui sont mobilisées autour de cette copie. Je vais prendre ces différents points un par un. Donc, d'abord, le geste graphique. Donc, si, là, je vous mets une photo de tenue de crayon extrêmement crispée, extrêmement probablement douloureuse pour cet enfant. Si au moment où on copie, déjà, on a cette tenue de crayon très crispée, douloureuse, où on voit les phalanges qui blanchissent, tellement l'enfant s'accroche à son crayon, déjà, on se rend bien compte que la copie, elle ne va jamais pouvoir être fluide, efficace, etc., puisque déjà, l'enfant est en souffrance. Donc, déjà, la première chose à mettre en place, c'est une tenue de crayon qui soit efficace et qui permette de libérer du temps de cerveau pour s'occuper de ce qu'on est en train d'écrire. Si l'enfant doit réfléchir à comment il tient son crayon, à comment il forme ses lettres, parce que le geste graphique, ce n'est pas seulement la tenue de crayon, c'est aussi avoir automatisé la formation de ces lettres, à comment il va les lier entre elles. Vous voyez bien que du coup, il va être très mobilisé par cette question-là et il n'aura plus d'attention disponible pour réfléchir à ce qu'il est en train d'écrire. Parce que le cerveau ne fait qu'une chose à la fois. Donc, s'il est occupé à savoir comment je vais faire bouger mon crayon, il ne peut pas en même temps s'occuper de ce qu'il est en train d'écrire. Donc, les cahiers, je vais vous montrer des extraits des cahiers, assez logiquement, vont commencer toujours par s'intéresser
à la question de la tenue du crayon pour avoir les doigts qui peuvent se mobiliser. C'est-à-dire qu'on va montrer une tenue du crayon qui va permettre aux enfants de mobiliser leurs doigts, de plier leurs pouces pour pouvoir bouger le crayon, donc d'avoir leur poignet qui soit posé et les doigts qui soient libres. C'est une des premières conditions matérielles en fait pour avoir une copie correcte. Donc, comme le disait Marjorie, on ne va pas pouvoir aujourd'hui aborder toutes ces questions générales autour de l'écriture, mais on ne peut pas non plus totalement les dissocier. Parce que si on se dit, bon, bah, la tenue de crayon, c'est quelque chose qui s'apprend en grande section au CP. Là, maintenant, je suis en CM1, donc je vais pouvoir travailler mes stratégies de copie, mais en ignorant totalement ces choses-là, parce que bah, c'est plus d'actualité à ce niveau-là, on risque de se retrouver avec des enfants qui ont tout simplement des douleurs, des difficultés, des crispations qui vont les empêcher de copier de manière efficace parce que tant que ce problème-là n'est pas réglé, on peut très difficilement passer à la suite. Une fois qu'on a ce bon geste avec le crayon qui est correctement tenu et surtout avec le pouce qui va pouvoir le diriger, parce qu'en fait, tenir le crayon bien en soi, ce n'est pas particulièrement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mobiliser son pouce pour que ce soit lui qui dirige le geste, ce qui va nous permettre d'atteindre notre fameuse endurance pour des raisons extrêmement mécaniques. Dans ma main, ce sont les muscles les seuls muscles que j'ai vraiment dans ma main importants, la chaîne musculaire de quelque importance, c'est celle qui dirige mon pouce. Donc le pouce a beaucoup plus de force que les autres doigts. Donc si on va mobiliser son pouce, on va tout simplement se fatiguer beaucoup moins quand on écrit longtemps. Donc il va avant toute chose falloir s'occuper de faire ces petits gestes d'écriture, y compris dans les cahiers de stratégie de copie où on s'adresse déjà à des enfants un petit peu plus grands, on reprend ces exercices de mobilisation des doigts. Évidemment, on va le faire en fonction de l'âge de l'enfant. Là, par exemple, c'est un extrait de la nouvelle édition à venir du cahier de CP, où on va demander à l'enfant de faire des yo, 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 comme ça, en pliant et en tendant son pouce pour s'entraîner. Et puis après ça, une fois qu'il sait bien faire ça, on va le faire tourner autour pour faire rond, 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 rond. Et à partir du yo-yo entouré par un rond, 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 ça va faire des formes de petits yeux qu'on va faire pour compléter les petits animaux. Vous voyez bien que ça s'adresse à des jeunes enfants. Quand on va s'adresser à des enfants plus grands, on ne va pas continuer à leur parler des yeux des petits animaux parce que c'est bon, à 9-10 ans, ça ne va peut-être pas les amuser autant que ça de faire les yeux du petit chat, mais on a tout autant besoin de mobiliser le pouce. Dans ces cas-là, ce qu'on a proposé dans le cahier des stratégies de copie là, du CM1, CM2, c'est de le faire à partir de l'histoire de Harry Potter, qui est beaucoup plus mobilisatrice pour les enfants. Donc, on va leur demander de faire exactement le geste du yo-yo, sauf qu'à la place de dire que c'est le yo-yo, on va dire c'est la baguette de Suro, qui est dans les reliques de la mort d'Harry Potter. Et ensuite, on va faire la pierre de résurrection en tournant autour. On aura exactement le même tracé que celui de l'œil de chat, et en lui rajoutant 3 traits autour qui représente la cape d'invisibilité, on aura comme ça les reliques de la mort. C'est pas évidemment pour particulièrement travailler sur les reliques de la mort, c'est pour dire qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour travailler cette tenue du crayon et travailler la mobilisation de ses doigts et qu'on peut, en adaptant les activités à l'âge des enfants, avoir quelque chose qui soit mobilisateur, y compris avec des enfants plus grands qui auraient peut-être un petit peu plus de mal à trouver mignons les petits chats. Dans ces cahiers, on travaille également la question des enchaînements difficiles, que là, on ne va pas forcément aborder en première partie de CP. D'ailleurs, dans les premiers cahiers de CP, il n'y a aucun enchaînement difficile. Il n'y a jamais de BR ou de VE, par exemple, parce que pour faire le BR, vous voyez bien qu'il faut légèrement baisser le bec du B avant de faire le R. Donc, ça va demander des capacités d'anticipation. C'est très difficile même. Je ne vais pas tracer mon B et ensuite me dire « Ah bah maintenant, il faut que je rajoute un R ». Il faut qu'au moment où je trace mon B,
je le trace différemment avec un bec légèrement baissé. Et ensuite, mon R n'aura pas tout à fait la même forme que d'habitude parce qu'il ne démarre pas en bas. Ce sont des véritables difficultés qui sont liées au geste. Donc, on propose des entraînements un peu répétitifs pour que les enfants attrapent le geste, en fait, qu'ils fassent le brrr, puis après ça, ils repartent, brrr, puis avec les doigts, on repart. On appelle ça des cordes à sauter, brrr, et je saute, brrr, et je ressaute, pour vraiment attraper le geste. Cette idée d'avoir un geste qui doit devenir automatique, c'est vraiment une idée qui est centrale. C'est-à-dire que pour automatiser quelque chose, pour que l'habitude devienne une seconde nature, il faut le répéter, le répéter, le répéter. On ne peut pas directement dire on va mettre en place des stratégies de copie d'un point de vue intellectuel sans avoir mis en place un geste qui soit efficace. On ne peut pas en faire l'économie, j'insiste là-dessus, parce que sinon on a parfois l'impression qu'on va continuer à bâtir, alors que les fondations ne sont pas extrêmement solides. Donc ce serait difficile. Donc bien évidemment, quand on arrive dans une classe de CM1, de CM2, on n'a pas de temps dans notre emploi du temps qui va être dévolu à la question de l'écriture. Donc ça va être quelque chose qui va être particulièrement compliqué à gérer si on a des grandes disparités. Moi, je pense que d'un point de vue extrêmement concret, ça ne fait aucun mal à l'ensemble de la classe en début d'année de reprendre certains fondamentaux. On le fait bien dans plein d'autres domaines. On refait bien des leçons au CM2 pour redire une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. C'est une couche supplémentaire là-dessus, alors que normalement, c'est quelque chose qui, bien entendu, a été vu très en amont. Je pense que ça ne ferait pas de mal de reprendre avec un petit peu l'ensemble de la classe ce mouvement des doigts de manière générale pour reprendre justement toutes les règles concernant le positionnement du cahier, comment est-ce qu'on présente, pour aller jusqu'à où est-ce qu'on saute des lignes, etc., pour être dans la présentation. Prendre ce temps en classe entière en début d'année pour mettre en place justement des activités de copie qui soient efficaces et ça permettrait de un peu solenniser ces questions de la copie en disant attention, la copie, c'est pas un truc qu'on fait sur un coin de table n'importe comment. Non, on s'installe, on se met dans la bonne posture, on va bien mobiliser son doigt et on va y aller. Voilà. Et bien entendu, s'il y a des enfants qui ont des difficultés plus importantes, il convient d'utiliser des temps d'APC ou autres, parce qu'on ne peut pas non plus passer avec toute la classe d'un CM1, CM2 beaucoup de temps sur ces questions. Mais je pense qu'un petit temps en début d'année, à remettre certains cadres bien en place, ne serait pas du temps perdu, ou plutôt ce serait ce qu'on appelle perdre du temps pour en gagner. On a également un matériel qui a été également édité par les éditions MDI que j'aime beaucoup, qui est celui des lettres rugueuses, parce que quand on parle de rapidité d'écriture, moi j'aime pas beaucoup ce terme de rapidité parce qu'il donne l'impression qu'il faut faire vite, et faire vite, ça va très très vite de confondre vitesse et précipitation. Donc, on ne va pas forcément demander de faire vite, mais par contre, on va essayer d'aller vers la fluidité. Parce que c'est une fois qu'on aura cette fluidité que la rapidité va venir ensuite. Mais si on essaye d'aller dans la rapidité directement, moi, ce que je constate, c'est des enfants qui boulent, qui vont à toute vitesse, tac, 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 puis ils s'arrêtent, puis ils repartent, tac, 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 puis ils s'arrêtent. Parce qu'en fait, ils se précipitent. Donc, pour éviter ces questions de précipitation, moi, je propose de retravailler la fluidité du geste et pour moi, l'accélération viendra ensuite. Alors, je vais vous passer les vidéos. La vidéo d'utilisation, vous allez voir, il y a un petit décalage qui survient quand je lance la vidéo. Hop, voilà. Donc, attendez quelques secondes avant de dire que ça ne marche pas, normalement.
Donc, normalement, vous avez vu donc cet enfant qui fait juste tutute. Et qu'est-ce qu'il fait en faisant tutute? Il s'habitue à être dans la fluidité, c'est-à-dire à ne pas arrêter son geste au fur et à mesure qu'il écrit. Il le fait également en mettant du son, en disant le tutute. Ça a l'air extrêmement facile à faire. Essayez avec vos élèves, vous allez voir que ce n'était pas si simple. Parce qu'en fait, que font les enfants bien souvent, ils disent tutut, alors qu'ils n'ont même pas encore commencé à faire le te. Là, ce qu'on obtient avec cet exercice, c'est une synchronisation du geste et de la voix. Ça va ralentir la voix. Il va également s'habituer à mettre les barres d'été qui ne font pas partie du geste de la lettre, mais même s'ils font partie de sa forme, à les mettre à la fin, à écrire l'ensemble du mot avant de rajouter les petits passagers de l'écriture, donc les barres d'été, ou ce serait pour être la même chose, avec des accents, avec les points sur les i, etc. Donc cette fluidité, elle peut être travaillée, vous voyez, dès le CP, même avant, dès la grande section, pour être dans un geste qui ne s'interrompt pas et pour le faire coïncider avec la parole. La question de la lecture est la deuxième question que je voulais évoquer. Donc, je vais vous montrer la vidéo d'une petite fille à qui j'ai demandé d'écrire. Donc là, c'est dans mon cabinet de graphopédagogie. La phrase suivante, le petit chat vole. Qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que tu m'as écrit de beau? Tu te souviens? Là quoi? Tu te souviens des lettres que tu as écrites? Non? Tu les as pas lues quand tu les as écrites? Donc, vous voyez, là, on a le cas typique d'une petite fille qui m'a copié une phrase de 15 lettres. Et moi, je pense qu'elle ne peut pas l'avoir copiée sans l'avoir lue. Et en fait, je me trompe tout à fait. Parce qu'en fait, cet enfant, elle a copié des séries de lettres. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette petite fille? Elle n'a pas écrit ma phrase de petit chat vole. Elle a écrit L-E-P-E-T-I-T-C-H-A-T-V-O-L-E. Une série de lettres extrêmement longue, qui est plus longue que le code Wi-Fi, et que donc, elle ne peut pas mémoriser. Donc, elle s'est dit, ben, ça commençait par un L, donc ça devait être là, manque de bol, c'était là, il y avait une chance sur deux. Et effectivement, elle n'a pas du tout, quand elle a copié, elle a dessiné des lettres les unes après les autres, elle n'a aucune image mentale. Donc, vous voyez comment elle est mal à l'aise, comment elle se sent mal dans cette activité. C'est une enfant à qui on va demander peut-être de copier 3 fois un mot pour le mémoriser. Vous voyez bien qu'elle ne va rien mémoriser du tout en copiant 3 fois quelque chose parce qu'elle a de la copie. Ce n'est pas de la copie, c'est de la copie de lettres. Et ça ne participe pas du tout ni de la compréhension ni de la mémorisation. Alors, je vais vous montrer un autre petit garçon, un peu plus grand, celui-là, il est au CE2 et je vais vous montrer comment il a fait son activité de copie. Poli, manger, du chocolat, Donc là, vous voyez, quand ce petit garçon écrit, il est beaucoup plus à l'aise, il est très impliqué dans l'activité et il fait quelque chose que vous avez peut-être remarqué, il a le petit papier avec le modèle devant lui
et au bout d'un moment, il retourne ce modèle pour le cacher parce qu'il n'en a plus besoin. Et il fait une autre chose, c'est qu'il dit à voix haute ce qu'il est en train d'écrire. Donc, il sait à chaque moment ce qu'il est en train d'écrire. Il sait où il en est. Il est extrêmement actif. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il cache le modèle? Bien entendu, parce que c'est une activité qu'il a faite en classe. Donc là, il a un problème de tenue de crayon. Hein. C'est pour ça qu'il est venu me voir, parce qu'en fait, il a des douleurs à la main. C'est pour ça que sa maîtresse me l'a adressé. Mais c'est une maîtresse qui travaille énormément les stratégies de copie. Donc, elle a adressé une graphopédagogue pour la douleur à la main, mais pas du tout pour ce problème-là, parce que c'est une maîtresse qui travaille cette activité et qui donc l'aura fait un entraînement avec des petits morceaux de papier comme ça, des petits modèles qui retournent quand ils en ont plus besoin. Donc, il est vraiment dans le petit défi. Quand je lui dis, tu me copies une phrase, il reconnaît une activité qu'il a l'habitude de faire en classe, pardon, et quand il l'a fait, il fait ce petit jeu de je cache quand j'en ai plus besoin, ce que bien entendu, je ne lui avais pas du tout demandé de faire, mais il est entraîné. Et vous voyez la différence. Alors, entre une petite fille pas entraînée du tout, qui est complètement en panique, qui ne sait pas par où prendre les choses, et un petit garçon, certes avec une mauvaise tenue de crayon, ça on va y travailler, mais qui est complètement actif dans cette activité. Donc on voit vraiment que le fait de travailler en classe les stratégies de copie va complètement changer la manière dont l'enfant aborde les choses et la manière dont il se projette dans l'activité, dans l'action, dans la copie. Ce sont des choses, les stratégies de copie, qui ne sont pas à mettre en place après. C'est pas, on va apprendre d'abord à écrire, et quand on saura écrire, on commencera à mettre en place des stratégies de copie. Non, dès les cahiers de CP, là c'était un extrait du cahier CP que j'ai fait, donc mes cahiers d'écriture chez MDI, on va, au moment où on écrit seulement quelques lettres, donc ma progression d'écriture, ça fait E, L, I, U, T, C, donc on en est à la sixième lettre qu'on apprend. On l'apprend d'abord avec le son que, qui est le plus important pour la lettre C, pour ne pas créer de la confusion en utilisant plusieurs valeurs sonores du C, parce que sinon on sera perdu. On n'a peut-être même pas encore vu le C si ça se trouve dans la méthode de lecture, que déjà on apprend à l'écrire, donc on va l'apprendre seulement avec le son que, mais déjà on ne va pas juste copier des lettres comme ça dans le vide, on va tout de suite se demander est-ce que c'est le capi ou le tapis, est-ce que c'est la cape ou la tape, est-ce que c'est la colle ou la tôle, etc., etc. Et on va écrire cette lettre très rapidement dans des mots, en contexte, pour que ça ait du sens, pour ne jamais être dans cette idée de copie à vide. Donc ça, c'est dès le CP. Et puis après ça, en grandissant, on va avoir des activités. Donc par exemple, là, c'est un extrait du cahier de CE1, CE2, donc le cahier qui s'appelle les majuscules. Donc là, on va demander aux enfants de copier le bon texte. Et il y a deux textes très proches. Dans un des textes, il y a Célia prépare des cartons d'invitation pour son anniversaire, et dans l'autre, Célia souffle ses bougies d'anniversaire. On est toujours dans la notion d'anniversaire, mais effectivement, il faut bien lire pour voir de quel texte il s'agit. Et puis quand on est sur le CM1, CM2, ça devient encore plus fort. On va vraiment travailler cette inhibition de je ne me précipite pas sur mon crayon pour commencer à faire, mais je vais vraiment lire, donc je vais absolument avoir besoin de mon image mentale, lire pour de vrai, parce que là, on a Simone Biles, bien sûr, la gymnaste s'élança sur le tapis, elle traversa la diagonale en bondissant sur les mains, puis les pieds, elle exécuta un petit pas de danse, prit son élan, sembla s'envoler, retomba sur ses pieds. Et la deuxième fois, elle s'élance toujours pareil sur le tapis, rebondit sur le trapèze et atterrit sur la poutre. Donc là, ça demande à ce qu'on regarde très précisément, à ce qu'on voit qu'en fait, ce n'est pas un exercice de tapis, mais un exercice de poutre. Et donc, c'est bien le deuxième texte qu'il faut copier. Il ne faut pas se précipiter sans avoir lu. Donc, sans avoir lu. Donc, on se rend compte que là, j'observe l'image, je copie le bon texte. Ça demande vraiment une implication de la lecture. L'évocation mentale, je vais vous montrer un petit exemple avec cette phrase, donc qui est la même que copier le petit garçon tout à l'heure. Pauline aime manger du chocolat noir devant la télévision. Je l'ai fait copier à une petite fille aussi de CE2 et voilà ce qu'elle m'a copié. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'erreurs, il manque la majuscule, c'est manger, pas manger, et il y a des ratures. Et ensuite, je lui ai demandé de me dire ce qu'elle avait écrit et elle essaye de se le mémoriser. Donc je vais vous montrer ce qu'elle me...
Il manque les quelques premières secondes, ça, c'est pas votre écran, c'est parce que moi, j'ai filmé un tout petit peu tard, elle a été rapide. Du chocolat noir. Non, aime manger du chocolat noir devant la télévision. Ça raconte quoi? Ça Ça existe. raconte que c'est une petite fille, Mhm. s'appelle Pauline. Elle aime bien manger du chocolat noir et devant la télé. Voilà, tout simplement. Donc là, vous avez vu que la petite fille a lu, mais elle n'a pas véritablement lu jusqu'au bout. Comme je vous disais, elle n'a pas été jusqu'à l'image mentale. Elle a lu des mots, elle a lu le mot Pauline, le mot aime, le mot manger, mais elle ne sait plus. Et comme là, elle a une très bonne mémoire de travail, elle va évoquer ces mots les uns après les autres, elle va me réciter, attends, j'ai écrit Pauline, puis aime, puis manger, puis du chocolat. Et ensuite, elle me raconte l'histoire. Et ensuite, je lui redonne papier crayon, je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux me réécrire la phrase, la même, avec le même modèle, dans les mêmes conditions. Et elle m'écrit ça. Donc, vous voyez, il y a 3 minutes entre les deux manières d'écrire. La première de l'écriture mécanique et la deuxième, il y a eu 0 séance de rééducation, il y a vraiment eu 3 minutes, où elle sait de quoi elle parle. Donc là, elle a plus oublié le N, parce qu'elle a les bons sons, elle a beaucoup moins de ratures et l'écriture est beaucoup plus posée parce que l'activité est incarnée, a du sens. Donc, je trouve que c'est assez frappant de voir à quel point cette évocation mentale est essentielle dans la copie. Pour avoir cette évocation mentale, on propose des activités dans les cahiers qui commencent dès le CP par le copie et dessine. Donc, tu copies quelque chose, mais tout de suite, tu dois dessiner ce que ça raconte. Donc, tu es obligé d'avoir des images dans ta tête. Au CE1, CE2, on enchaîne sur je copie, je devine et je dessine avec des petites devinettes et des petites aides. Donc, là, c'est sur la majuscule N. Donc, on fait écrire beaucoup de N. Nous sommes de majuscules. Nous avons des verres transparents. Nous sommes très utiles quand on nous met sur les nez. On voit beaucoup mieux. Nous sommes des. Voilà, des lunettes. Et donc, les enfants doivent dessiner des lunettes, mais ils ont cherché. Avec les enfants plus grands, on va vraiment passer à l'information implicite. Par exemple, ici, on a Tom se précipita à 4 pattes vers la balle. On peut penser, on ne sait pas trop qui est Tom, peut-être que c'est un chien. Il l'a pris à 2 mains. Ah non, ce n'est pas un chien. Essaya de la lancer, la balle retomba à ses pieds. Tom se mit à gazouiller en riant. Donc là, au moment où il va falloir dessiner, il va falloir se rendre compte que Tom est un bébé et que c'est la seule explication rationnelle. Donc le mot bébé n'est pas écrit et on doit le trouver grâce aux informations implicites. Même chose pour les avec j'ajoute un type, je copie et je dessine. Donc ça, c'est dans le CM1, CM2. Dimitri était concentré, il réfléchit pendant un moment, examinal, distrait, etc. Donc là, pareil, le mot carte n'est jamais écrit, mais il va falloir ajouter comme titre, par exemple, la partie de carte. Donc ça me semble très important de toujours obliger les enfants avec toutes sortes d'activités à avoir des images mentales. On ne peut pas parler de copie sans parler d'attention, parce qu'on sait bien qu'on se plaint, qu'on a des élèves qui sont extrêmement distraits tout le temps. Donc voici une petite vidéo de nouveau d'une petite fille qui doit faire une activité de copie, mais qui a du mal à se concentrer sur ce qu'elle fait. Donc, vous voyez que cette petite fille, quand elle copie,
elle est en permanence distraite alors qu'il ne se passe rien. Elle sursaute, elle regarde derrière elle, elle ne sait plus où elle en est, elle reprend son modèle, elle essaie de... Et finalement, cette phrase toujours la même, que je fais toujours copier à mes élèves de CE2, Pauline aime manger du chocolat noir dans la télévision, ça lui prend des heures parce qu'elle est en permanence distraite et qu'elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Et là, elle s'y remet parce qu'elle sait qu'elle est filmée, qu'il y a quelqu'un qui la regarde en face, mais on sait bien que si ce genre de petite fille est en classe, elle ne va pas rester concentrée sur sa tâche, elle va complètement partir sur une autre tâche parce qu'il y aura un peu plus de distraction possible autour d'elle. Donc là, vraiment, pour arriver à avoir plus d'attention, il serait vraiment préférable que cette petite fille dise ce qu'elle est en train de faire pour qu'elle puisse mobiliser sa parole et son audition et qu'elle ne se laisse pas distraire en permanence par rien du tout, parce qu'en fait, il ne se passe rien autour d'elle. Donc, parler en écrivant, c'est un petit peu mon obsession. Pour travailler cette attention, on propose aussi des activités qui travaillent à la fois l'attention et le fameux contrôle inhibiteur de je ne me précipite pas, mais je réfléchis un tout petit peu avant d'agir. Par exemple, l'activité du copy-stop que vous pouvez mettre en place très facilement dans vos classes. Donnez un texte à copier, n'importe lequel, et vous dites, voilà, tu as tant de temps pour recopier le texte. Mais attention, c'est un mode de correction différent de d'habitude. Je vais regarder ton texte et à la première erreur, je vais mettre un trait rouge. Et ensuite, on ne va pas te mettre une note pour l'ensemble de ce que tu as fait, on va regarder combien de mots il y a qui sont entièrement justes avant la première barre. Donc, ça veut dire que si tu as fait une erreur au premier mot et que tout le reste est juste, bah, tu auras 0. Et si tu as fait seulement 6 mots qui sont justes, mais qui sont parfaits, eh ben, tu auras plus de points que celui qui avait copié tout le texte et qui s'était trompé dès le début. Ça, c'est intéressant parce que c'est un mode de correction qui ne privilégie pas les plus rapides pour le coup, mais qui privilégie l'exactitude, la qualité, qui va privilégier ceux qui sont vraiment concentrés sur ce qu'ils font. Ça peut être vraiment intéressant de ne pas toujours garder le même mode de correction qui va toujours favoriser le même type de comportement. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire toujours du copy-stop, loin de là, mais je pense que c'est un mode de correction vraiment intéressant qui permet aux enfants justement de se rendre compte que ça ne sert à rien de se précipiter puisqu'il faut se concentrer, il faut maintenir son attention pour pouvoir marquer plus de points. La copie en couleur va également nous aider à savoir combien de fois on doit regarder le modèle. Là, par exemple, on propose au début de copier des phrases avec des groupes de couleurs. Donc, ça, c'est l'activité du CE2. Je suis invitée jeudi à une soirée pyjama. Normalement, quand on est au CE2, on n'a pas besoin de faire « je suis invité », ni même « je suis invité ». On est d'accord qu'on peut mémoriser un groupe de sens, un groupe de souffle, un groupe de sens qui va permettre de beaucoup mieux se concentrer encore une fois parce qu'on aura ça dans sa mémoire et on va en fait se l'auto-dicter sur un petit groupe de lettres. Pour les aider à mettre ça en place, on utilise des copies couleurs et pour les CM1, CM2, des phrases qui sont évidemment plus longues et qu'on va copier un petit peu plus loin dans la page. Comme ça, ce n'est pas juste sous le nez, on va le copier un peu plus loin. Donc, ça va demander un petit peu plus de concentration. La mémoire, en fait, j'aurais pu mettre cette partie sur la copie couleur à la fois dans l'attention et dans la mémoire, parce que ce qu'on va travailler, c'est la mémoire de travail. Et la mémoire de travail, elle est absolument essentielle. Voici notre dernière vidéo. Comme vous pouvez le constater, ce petit garçon va prendre des informations
extrêmement peu nombreuses. Il va regarder lettre par lettre ou mieux syllabe par syllabe. Il va en permanence être dans des regards et dans des allers-retours. Et finalement, même si son geste graphique était extrêmement rapide, ça ne lui servirait pas à grand-chose puisqu'il est en permanence en train de prendre de l'information, l'utiliser, prendre de l'information, l'utiliser, et il se comporte comme s'il avait une mémoire de poisson rouge. Donc, on va essayer de proposer des activités qui vont favoriser cette mémoire de travail. Dans les cahiers, par exemple, on propose un jeu de Kim. Donc, vous connaissez le jeu de Kim, on met 10 objets, on les cache et il faut essayer de les retrouver. Donc, on va faire ça avec 10 objets au CE2, enfin 10 mots au CE2, puis 12 au CM1, CM2. Et simplement, le but n'est pas de restituer les 10, mais de trouver des stratégies permettant de s'en souvenir. Parce qu'en fait, on ne peut pas mémoriser 10 éléments différents. Comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Se rappeler que, par exemple, il y a 2 éléments qu'on va agréger dans sa tête. On va se dire, ben tiens, j'ai une fourchette et un peigne, je me dis, ben tiens, c'est rigolo, c'est comme si je me peignais à la fourchette. Et on va les mettre ensemble et du coup, ça va faire une seule mémorisation. J'ai les lunettes, les clés, les gants, c'est ce que je mets dans mes poches avant de partir. Je dis n'importe quoi. On va essayer de mémoriser en créant des liens entre les éléments. Et puis, on va en mémoriser le plus possible, mais ensuite, on va retourner, on va donc regarder nos mots. Donc là, c'est des mots, hein, c'est plus des objets. Donc, on va donner des mots en donnant une petite bulle, une petite bibule, la petite mascotte, qui va donner des indications sur où il faut porter son attention pour l'orthographe. On y reviendra. Et ensuite, on donne les résultats, c'est-à-dire qu'on retourne la feuille et on va restituer le maximum. Donc, c'est un jeu, vraiment comme le jeu de Kid, et on va essayer de trouver, les enfants vont construire leur propre stratégie pour en mémoriser le maximum, mais on peut faire tout à fait comme on fait avec nos élèves en calcul mental, par exemple. S'il y a des élèves qui ont des bons scores, les faire venir, par exemple, au tableau et leur dire, bah, toi, tu as marqué un super score, comment tu as fait? Comment tu as fait pour en mémoriser autant? Et donc, on va comme ça faire bénéficier les autres élèves de la classe des stratégies mises en place par certains. La copie à distance, donc ça, c'est quelque chose qu'on va proposer dans la nouvelle version du cahier de CP, où on va donner avec un petit QR code une liste de mots et de phrases à copier, qu'on va proposer d'afficher par exemple à un bout de la classe, et ensuite, il faudra que les enfants se lèvent, aillent voir le modèle et reviennent pour s'asseoir pour écrire. Donc, on voit bien qu'avec ce genre ça peut se faire, alors si on a un préau avec des tables ou un endroit où on peut écrire, c'est encore plus rigolo, parce que du coup, ça les met dans l'action, ils adorent, et puis ça permet de mieux mémoriser. Mais là, évidemment, ils vont très vite se rendre compte que s'ils prennent une lettre à la fois, bah, ils vont jamais réussir à copier leur phrase. Donc, ils vont, sans qu'on leur dise, prends-en un maximum dans ta mémoire, adapter leur stratégie au mode de copie. Donc, la copie, c'est pas forcément j'ai le truc sous les yeux et je le copie juste en dessous. Il y a plein de modalités différentes que vous pouvez mettre en place pour renforcer leur stratégie. La copie à distance, ça peut être tout simplement la copie au dos. On est page 63, on donne un texte et on dit qu'il va falloir le copier page 64, donc sur la page de gauche suivante. Donc l'enfant va devoir tout simplement tourner la page à chaque fois qu'il va prendre des informations. On voit bien comment, au bout d'un moment, c'est vraiment plus économique de mémoriser plus de choses que de faire des allers-retours avec sa page qui passe d'un côté puis de l'autre en permanence. Et puis le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que pour que les stratégies de copie soient efficaces, il faut qu'il y ait des connaissances orthographiques parce que sinon, on est de nouveau en double tâche. Donc, il va falloir qu'on automatise un certain nombre de choses ou, si elles ne sont pas automatisables, qu'on porte son attention au bon endroit. Parce qu'effectivement, là, ce sont des mots qui ont été donnés à copier. Donc, on voit qu'il n'y a pas seulement de l'orthographe, hein, c'est quand on écrit connaître pour connaître, là, on sait que l'enfant n'a pas parlé. C'est de la copie dans le silence. On voit que la forme des lettres est importante parce que quand on met des traits d'union entre tous les mots, est-ce que c'est une faute d'orthographe ou est-ce que c'est son S qui ressemble à un R? Je n'en sais rien. Et puis parfois, c'est des simples erreurs orthographiques, comme les mots, là, il manque le S. Donc, il y a tous les cas de figure là qui sont représentés.
Et pour travailler cette orthographe, on propose un certain nombre d'activités. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, mais en particulier de la copie rapide d'un mot répété. Ce qui est très intéressant, c'est de le faire avec des récurrences orthographiques. Par exemple, on va faire je copie pendant 30 secondes, parfois, mais le lendemain, on va faire la même chose avec quelques fois et le surlendemain avec autrefois, et ça permettra de voir que tous ces mots qui sont avec fois, ils s'écrivent de la même manière et on a de moins en moins besoin de solliciter sa mémoire parce que chaque fois que j'écris fois, ça s'écrit toujours de la même manière. Donc, de manière un petit peu implicite, ça permet de travailler l'orthographe. Et puis, comme je vous disais avec mon jeu de Kim, on va mettre le focus sur les difficultés orthographiques. Par exemple, pull, c'est un mot qui n'est pas logique, parce qu'en français, on n'a jamais normalement deux consonnes comme ça toutes seules à la fin d'un mot. On voit bien que c'est un mot, c'est un mot voyageur, hein, c'est un mot qui vient de l'anglais. Donc là, il va falloir porter son attention là-dessus. Et quand on va regarder juste sur cette difficulté-là. Si on va copier le mot locomotive, qui est beaucoup plus long, locomotive, il n'y a absolument rien à mémoriser. Ça s'écrit comme ça se prononce. Et après ça, dans le mode de correction du jeu de Kim, on va y marquer un point pour mot qu'on a mémorisé. On va vraiment valoriser la mémoire. Et on va rajouter un point supplémentaire quand l'orthographe est juste. Je trouve que c'est plus valorisant de rajouter des points quand c'est juste que d'en enlever quand c'est faux. Ça revient au même, mais c'est plus agréable. Voilà, donc j'ai fini ma petite présentation et je vais voir si vous avez des questions. Merci beaucoup, Laurence. C'était très complet. Merci encore. Et oui, on a pas mal de questions. Donc, je vais peut-être commencer sur les questions qui concernent les différents niveaux, notamment, il y en a eu beaucoup sur le CP en termes d'organisation et de temps dédié. Donc, j'en lis 2-3 qui se recoupent un petit peu. Donc, par exemple, à quelle période peut-on commencer la copie en CP? Quel temps dédié à la copie en CP? Est-ce qu'il faut attendre que le geste graphique soit maîtrisé pour aborder la copie? Tu as en partie répondu, mais je te repose la question pour le clarifier encore un peu plus. Donc, à partir de quand aborder la copie au CP? À partir du début, puisque ce n'est pas la seule activité. Au CP, on va d'abord montrer les lettres et les faire copier. La lettre isolée, très peu finalement, parce que copier des séries des lignes et des lignes d'une lettre isolée, ce n'est pas très intéressant. On va essayer, dès que c'est possible, de les intégrer dans des petits mots. Dès qu'on a le L et le E, on peut écrire le. On est déjà dans de la copie. Donc, on va déjà, quand on écrit le faire en parlant le, et on l'a sous les yeux. Et donc, on va mettre tout ce circuit en place dès le début. Encore une fois, sans lui donner un temps particulier, puisque c'est sur le temps d'écriture, en fait. Bien entendu, il n'y aura pas que de la copie dans l'écriture. Dès qu'on aura appris les sons en lecture et qu'on aura aussi appris les lettres en écriture, on pourra faire également des activités de dictée où ce ne sera pas de la copie. Mais finalement, ça diffère relativement peu, parce que si on voit bien la manière dont on travaille, par exemple, avec nos systèmes de copie couleur, qu'est-ce qu'on fait? On prend quelques mots et on se les autodicte juste après. Donc, la frontière entre la copie et la dictée sur source, c'est des dictées très accompagnées, comme il faut les faire au CP, des dictées qui ne sont pas destinées ni à évaluer, ni à piéger, mais au contraire à renforcer. Finalement, dictée et copie sont des activités très proches. Je comprends bien. Une question très récurrente, alors elle a été posée pour le CP, mais aussi pour d'autres niveaux. Comment faire pour aider les élèves qui ont tendance à copier lettre à lettre? Alors là encore, tu as évoqué ce point pendant la présentation, mais est-ce qu'on peut y revenir parce que c'est… Pardon, excuse-moi. Je croyais que tu avais fini ta question. Pour moi, l'alpha et l'oméga, c'est la parole. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je me souviens avec des élèves qui écrivaient lettre à lettre, quand ils arrivaient, je leur disais B-O-N-J-O-U-R. Et alors, je les voyais, B-O-N-J-O-U-R. Ils arrivaient à reconstituer que ça voulait dire bonjour, mais ils voyaient bien que des lettres, ça ne nous évoque rien. Et donc, encore une fois, il n'y a pas d'image mentale, il n'y a pas de sens. Quand on n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. Tout à l'heure, on a galéré avec le code de la Wi-Fi. On n'a pas réussi à le mémoriser alors qu'on l'avait tapé X fois de suite.
parce qu'il ne veut rien dire ce code. Donc, on n'a pas d'image mentale. Donc, si les enfants écrivent en parlant des choses qui ont du sens, ça va leur éviter de copier lettre à lettre. Et ça, c'est valable à tous les niveaux dès la grande section. Très bien. Justement, il y a une enseignante qui commentait pendant le webinaire, et je pense que tu vas répondre de façon positive. Elle demande, est-ce aidant quand on fait une correction au tableau, de lire en même temps qu'on écrit la réponse? Tout à fait, tout à fait. C'est ce que je crois que Freinet appelait ça l'épellation syllabique. C'est-à-dire, on ne dit pas les lettres, mais on dit les syllabes au fur et à mesure qu'on les écrit. Et ça me semble très important. Et dans cette épellation syllabique, il y a bien entendu la question des E discrets, c'est-à-dire si j'écris le mot écriture, qui est le mot que j'ai sous les yeux là, je vais écrire écriture, et je vais le prononcer au moment où je l'écris pour que les enfants connaissent sa présence. Et ensuite, quand ils s'autodictent, se dictent bien écriture, contrairement à pull, où c'est pas pull. Très bien. Alors, en amont du webinaire, il y avait eu aussi pas mal de questions sur les autres niveaux, notamment le CE1, CE2, qui demandaient quand est-ce qu'on pouvait démarrer les stratégies de copie. On a bien compris que dès le CP, on pouvait commencer. Il y a des questions spécifiques également sur le cycle 3, CM1, CM2, en ce qui concerne des élèves qui rencontrent de grosses difficultés de copie au tableau. Comment faire pour les aider davantage? C'est la question qui est posée. Ou encore, y compris au cycle 4, pour des enfants qui sont en grande difficulté au niveau de la copie. Tout à fait. D'ailleurs, on a fait un cahier stratégie de aide personnalisée en écriture qui est labellisé cycle 3 parce qu'il faut bien marquer quelque chose sur la couverture. Mais moi, je le recommande énormément au-delà du cycle 3, c'est-à-dire que moi, j'ai des collègues du secondaire, de lycée, y compris je pense à un collègue de lycée pro en particulier qui m'avait dit, mais moi, je le travaille avec mes élèves parce qu'en fait, quelque part après l'heure, c'est plus l'heure. Et qu'on ait 8 ans, 9 ans, 11 ans, 15 ans, si on a un problème d'écriture, il faut en repasser par ces fondations-là. Donc, effectivement, si le geste n'est pas automatisé ou qu'il n'est pas automatisé correctement, il faut repasser par ces étapes-là. Sauf que là, évidemment, on ne peut pas le faire avec toute la classe. On est obligé de le prévoir sur des temps d'APC. Bien sûr. Très bien. Alors, on a également des questions plus spécifiques sur les activités, les modalités que tu nous as présentées. Oui. Par exemple, alors sur le je copie et je dessine, la question est pourquoi ne pas dessiner avant de copier? On peut. Bon, voilà. On peut faire je dessine et je copie. Très bien. Concernant la mémoire de travail, alors il y a deux questions qui peuvent peut-être se recouper. Comment enseigner des stratégies de copie efficaces à des élèves ayant des problèmes de mémorisation à court terme? Et également, une autre question, qu'est-ce que tu recommandes comme nombre de mots à garder en mémoire selon l'âge de l'enfant? Est-ce que tu as des repères comme ça à donner? Alors, je sais que sur le nombre d'éléments à garder en mémoire, on parle de 7 pour 7 éléments pour un élève de fin de primaire, un bon élève de fin de primaire. Donc, c'est plutôt 4, 5 en CP. Mais en fait, ça ne correspond pas forcément à un nombre de mots. Parce que si je écris la petite maison bleue, ça peut être en fait un seul groupe de sens, la petite maison bleue. Donc, vraiment, penser en mots, ça n'a pas grand sens. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, quand j'ai vu au moment du Covid apparaître dans les journaux le mot, c'était comment? C'était, je l'ai oublié, oxytochloroquine ou je ne sais plus quoi. J'ai déjà oublié parce qu'on ne l'utilise plus. Et c'est quand même une bonne nouvelle qu'on ne l'utilise plus. Mais en fait, ce mot-là, c'est un mot, c'est trop pour moi. Alors que si tu me demandes d'écrire le petit cheval galope dans la prairie, pour moi, c'est un élément. Et donc, en fait, le nombre de mots, ça n'a pas grand sens. Il faut vraiment le faire en groupe de sous, groupe de sens, et puis en fonction des difficultés. Peut-être que si je vous demande d'écrire « j'ai acheté des chrysanthèmes et des fuchsias », vous allez avoir des petits doutes orthographiques, alors que si je vous dis « le petit chien est dans la niche », normalement, ça ne devrait pas vous poser de problème. Donc, il n'y a pas vraiment une réponse claire. Alors, pour les enfants qui ont des difficultés de mémorisation,
ben, j'aimerais bien avoir un autre secret, mais c'est vraiment alors, beaucoup de paroles, absolument, et ben, de la répétition, de la répétition, de la répétition, et on y va vraiment en spiralaire, c'est-à-dire que on va faire 3 éléments s'il y a que 3 éléments qui passent et commencer à agréger péniblement le 4e une fois que ça tourne. Et puis, il faut y aller très, très, très lentement. On sait, pour les gens qui travaillent en Ulysse, en IME ou autre, que le temps est vraiment un élément absolument essentiel et que les mini-progrès sont déjà des progrès. Donc, il ne faut pas essayer d'aller plus vite que la musique. Très bien. Une petite question également sur Pauline qui mange du chocolat noir devant la télévision. Est-ce que le modèle est en script ou en cursif? En cursive, pardon. Alors, quand en cabinet de graphopédagogie, on leur donne un modèle en cursive. Et ce qu'on constate, c'est d'ailleurs assez amusant, c'est que les tout petits, les élèves de CP, puis certains de début de CE1, ils copient en imitant un petit peu notre écriture cursive. Et les plus grands, ils ne tiennent aucun compte de la forme du modèle, ils copient avec leur écriture. Très bien. Je regarde l'heure. Peut-être une dernière question concernant la question de la rapidité dont tu as parlé tout à l'heure. Comment aider ceux qui n'arrivent pas à apprendre en rapidité? Est-ce que c'est vraiment… C'est la question la plus difficile à laquelle on est confronté. Je dirais qu'il y a un petit peu 2 cas de figure. Il y a des enfants qui sont lents pour tout, qui sont lents pour s'habiller, lents pour parler, lents pour jouer. Enfin, ceux-là, c'est assez compliqué de les faire accélérer parce que ils sont comme ça. Ils ont souvent beaucoup d'autres qualités. Je trouve qu'on privilégie peut-être trop, on valorise peut-être un petit peu trop la rapidité de certains, alors que certains font des choses plus approfondies, plus lentement, mais qui, comme la tortue, se hâtent avec lenteur et peuvent parfois gagner bien des courses. Mais donc, voilà, ça, c'est la première chose. Par contre, si vous avez un élève qui est plutôt rapide dans ses manières de faire et qui est lent en écriture, c'est assez compliqué parce qu'il faudrait décomposer. Est-ce que c'est un geste qui est lent? Est-ce que c'est un enfant qui se précipite, puis qui s'arrête, puis qui se reprécipite, puis qui s'arrête? Voilà. Donc, c'est difficile de donner une réponse standard pour une question qui est complexe. Moi, vraiment, ce que je vais essayer de mettre en avant, c'est vraiment la fluidité. C'est-à-dire que si on a un geste qui est fluide, qui est ininterrompu, que l'enfant fait les choses sans s'arrêter, en sachant ce qu'il est en train de faire, ensuite, on pourra peut-être accélérer le rythme. Mais si on veut d'abord accélérer, à mon avis, ça va pas marcher. Je dis souvent à mes élèves qu'il ne faut pas faire vite, puis bien, il faut faire bien, puis vite. Voilà. C'est une bonne conclusion pour ce webinaire. On va devoir s'arrêter là pour les questions parce qu'effectivement, il est 17h. Un grand merci, Laurence, pour cette présentation. Un grand merci à toi et à toute l'équipe de MDI pour l'organisation de ce webinaire. Exactement. Un grand merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Nous espérons que cette présentation vous a éclairé. Pour rappel, nous la mettrons en ligne d'ici quelques jours. On mettra en ligne le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube des éditions MDI, ainsi qu'une FAQ parce qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Cette FAQ sera sur le site compagnon de la collection Mes cahiers d'écriture, également dans quelques jours. Merci encore, Laurence, ainsi que toute l'équipe qui a organisé cette présentation, Anna, Marie et Perrine. Nous allons maintenant clore ce webinaire. Je préfère vous prévenir, l'arrêt du système est un peu brusque, donc ne soyez pas trop surpris. Un grand merci à vous et très bonne fin de journée. Merci Laurence encore. Au revoir. Au revoir.